il prend une pierre ou un truc, il casse la vitre du supermarché, il rentre à l'intérieur, il commence à prendre des packs d'eau, des choses, et il dit: «Qu'est-ce que vous faites?» Là, nous, on se regarde, on dit: «On est en train de piller un supermarché». Vas-y, avance. Pour montrer où on est, dans un... He want to give you your number for him, yeah? Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va visiter un village. Qui sort de ce tube de 152 mm. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Retex. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Julie. Alors Régis, nous venons tout juste de célébrer le triste anniversaire de l'ouragan Katrina de la Nouvelle-Orléans. À l'époque, tu étais sur place, tu as couvert l'événement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as vécu là-bas ? Alors, c'était un événement compliqué. Bon, dans notre métier de grand reporter, il y a toujours une complication. Mais celui-là, il était particulier parce que il y avait très peu d'informations qui sortaient de la Nouvelle-Orléans. Et ce n'est pas l'ouragan qui a provoqué, on va dire, l'inondation dans la ville, c'est les conséquences de l'ouragan. C'est-à-dire que cet ouragan, Katrina, il était de catégorie 4, même 3, je crois, à la fin, quand il a touché terre. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il a ébréché des jetées qui maintenaient l'eau d'un lac. C'était le lac Pontchartrain, et le lac s'est déversé dans la ville, qui se trouvait un peu en contrebas. Ce qui fait que 80% de la ville a été inondée. Et donc il y avait cette situation. Moi, je l'ai suivi de façon un peu étrange parce que j'étais dans l'avion pour aller en France avec ma famille pour partir en vacances. J'étais correspondant de Paris Match à New York, mais j'étais parti et arrivé à l'aéroport et même arrivé à Perpignan, parce que j'allais d'abord à Perpignan. C'était pour un festival de photojournalisme qui s'appelait Visa pour l'image. Le journal m'a dit il faut que tu repartes. Donc j'ai laissé ma femme, mes enfants en France et je suis reparti aux États-Unis avec un photographe. Donc on a perdu un peu de temps, mais c'était pas si grave que ça parce que la situation faisait que tout était tellement désorganisé. C'est la première fois de toute mon expérience américaine que j'ai vu l'anarchie aux États-Unis, qui est le pays de l'ordre, où il y a toujours des policiers, où il y a toujours quelqu'un à vous dire quelque chose, à vous rappeler, à vous remettre dans le droit chemin. Là, tout à coup, on s'est retrouvé dans un endroit inimaginable où plus rien ne tenait, il n'y avait plus ni policiers, on pouvait reprendre les routes en sens inverse. Enfin, c'était l'anarchie complète. Et je vais vous raconter un petit peu, mais pour y arriver, c'était déjà extrêmement compliqué. L'aéroport de la Nouvelle-Orléans avait été fermé, donc on est passé par la Louisiane, par une ville qui s'appelle Bâton Rouge. Il fallait trouver une voiture de location. Il y avait d'autres journalistes qui tentaient de venir, mais en fait, il n'y avait aucun journaliste dans la ville. Et puis, l'ouragan avait également frappé des villages, je m'en souviens, dans le bayou, c'est-à-dire dans les zones marécageuses de la Louisiane. Il y avait un village qui s'appelait Biloxi en particulier. En fait, l'actualité était tellement intense, et donc il y avait la Nouvelle-Orléans et les villages autour qui avaient été atteints. Donc on s'est interrogé à un moment à se dire, est-ce qu'on va couvrir d'abord les conséquences de l'ouragan dans ces villages-là, où il y avait eu des navires entiers qui avaient été transportés à l'intérieur du village. Enfin, c'était le chaos absolu de ce qu'on avait pu voir, mais il y avait déjà des journalistes là-bas. Où est-ce qu'on tente d'aller à la Nouvelle-Orléans? Et on avait le choix, je me souviens, on roulait sur ces immenses autoroutes un peu suspendues, parce que c'est du marécage tout autour, en direction de Biloxi et de la Nouvelle-Orléans. Et à un moment, on a fait le choix, on s'est dit priorité au scoop, même si c'est pas ce qu'on recherche absolument, mais comme personne n'a réussi à savoir ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans, on va y aller. On savait que dans les deux stades de la Nouvelle-Orléans, en particulier un stade de football qui s'appelait le Superdome, il y avait à peu près 20 000 personnes qui étaient bloquées
qui avaient trouvé refuge dans ces endroits. Personne n'avait vraiment de nouvelles et donc on a pris la direction de la Nouvelle-Orléans. On est arrivé, je me souviens, il pleuvait sur une bretelle d'autoroute. Et là, c'était très impressionnant parce qu'il y avait un balai d'hélicoptères qui partait du centre-ville de la Nouvelle-Orléans qu'on voyait au loin. On voyait des gratte-ciel et on devinait le centre de la Nouvelle-Orléans. La route qu'on avait prise était plongée dans l'eau, donc on ne pouvait plus continuer. Et à cette bretelle d'autoroute arrivaient des personnes les plus démunies qui étaient secourues par hélicoptère pour ensuite rentrer dans des bus. Et donc au milieu d'une pluie débordante, on voyait des colonnes de personnes qui se présentaient pour rentrer dans les bus. On a évidemment fait des photos, on a commencé à parler aux gens. Et puis on s'est dit, la Nouvelle-Orléans, c'est par là, il faut qu'on aille dans le centre-ville. Là, à ce moment-là, on a pris une route qui faisait le tour. On a noté que le sud de la ville avait été moins touché, que les jetées qui protégeaient justement la ville, là, cette fois-ci, de la mer, étaient toujours intactes, et que sur les jetées, il y avait des routes qui permettaient d'accéder peut-être possiblement à la Nouvelle-Orléans. On voyait des ponts derrière, on s'est dit peut-être qu'on va pouvoir atteindre et on va pouvoir à ce moment-là y aller par le sud. Donc on a pris cette route. Il y a eu 2 incidents qui nous ont marqués. Le premier où on a vu des pillards apparemment se faire arrêter par de la police et nous on a été menacés par la même police qui a cru qu'on faisait partie. Donc on s'est avancé pour prendre des photos des types qui étaient alignés sur la chaussée. La police avait leurs armes sur eux et quand la police nous a vus, ils nous ont menacés avec leurs armes. Bon, on n'est pas resté très longtemps, on a expliqué qu'on était photographe, on nous a dit de dégager, on est parti. Ensuite, en continuant, on est tombé sur un centre où il y avait un supermarché qui était en feu. Il y avait des pillards dans le supermarché, on les voyait. Et au-dessus, il y avait de la police avec je me souviens, avec des fusils à pompe qui tentaient donc vraiment une situation totalement insurrectionnelle. Pour se protéger, on est allé vers la caserne de pompiers qui était dans le coin. Et là, on est tombé sur des pompiers dont certains avaient sans doute... il y avait une sorte de torpeur. Il y avait beaucoup de gens qui étaient ivres, qui avaient pris de l'alcool. C'est spécial, la Nouvelle-Orléans. Hein. C'est un environnement déjà à la base. Donc l'ouragan qui s'était produit il y a 3-4 jours, hein, on était... finalement, ces gens-là, ils s'étaient réfugiés. Donc à chaque fois, partout, c'était des réfugiés qui ne savaient pas où aller, des pompiers qui ne savaient pas quoi faire, des pillards qui pillaient les supermarchés. On voyait des types passer avec des machines à laver dans des caddies qui essayaient de prendre des trucs dans les magasins. Il y avait un pillage généralisé. À un moment, je me souviens, on n'arrivait plus à avancer tant il y avait de gens qui pillaient des choses. C'était complètement fou. Et puis, à un moment... on a tenté de passer, on s'est fait arrêter par la police une nouvelle fois. Et puis la police nous a dit, je dis pas, en prenant ce pont, est-ce qu'on arrive au centre-ville? Et puis la police nous a dit, bon allez-y. Ils nous ont pas laissé, voilà. Au début, je pensais ils ont tenté de nous dissuader d'y aller, mais on a dit on est journaliste, on est obligé d'y aller. Et donc on est arrivé à la Nouvelle-Orléans. Je pense qu'on était peut-être la 2e ou la 3e équipe de journalistes à arriver dans la ville. Le spectacle était proprement hallucinant. On a mis notre voiture au milieu de Canal Street, qui est l'équivalent des Champs-Élysées de la Nouvelle-Orléans, si vous voulez. Tout était inondé. Il y avait un endroit qui était un peu en hauteur, et on a mis notre voiture à cet endroit-là. Immédiatement, on est parti vers le Superdome, où là étaient réfugiés 10 000 personnes. Les portes venaient de s'ouvrir. Ils avaient décidé de libérer les gens. Il n'y avait aucune police, rien du tout. La ville était l'objet de pillages. On entendait des coups de feu, on voyait des incendies qui se développaient. Et on est arrivé au Superdome, et je me souviens là d'un spectacle. C'était un vieil homme, qui avait eu la tête fracassée et qui était presque en train de mourir sur un matelas.
j'ai demandé aux gens, on dit oui, mais il a essayé de tuer quelqu'un, ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'était ça l'ambiance. On a essayé de rentrer dans le Superdome où il y avait encore beaucoup de gens. L'odeur était telle, parce que quand les gens se sont réfugiés dans cet endroit, les latrines sont tombées en panne le 2e jour. Donc, la municipalité avait fait distribuer des sacs de plastique pour que les gens fassent leurs besoins, et ils étaient dispersés un peu partout. L'odeur était telle qu'à un moment, il y avait certains endroits où on ne pouvait pas avancer, on n'avait pas de masque. C'était insupportable. On a finalement réussi à atteindre le centre du stade de football, où il y avait des gens éparpillés un peu partout, comme des morts-vivants, qui vivaient sur des cartons. On sentait qu'il y avait des communautés qui s'étaient reconstituées au sein du Superdome pour se protéger, et qui n'osaient pas sortir du stade, croyant qu'un autre ouragan allait arriver. Les gens étaient complètement intoxiqués par des sortes de bruits, en fait, de rumeurs. On disait qu'il y avait des pillards, qu'il y avait des machettes, etc. Enfin, tout ça était forcément pas tout à fait fondé, mais le moulinet à rumeurs marchait à fond. Et voilà, et on a fait un certain nombre de photos dans cet endroit. Et puis après, on a décidé de continuer plus loin vers le centre de la Nouvelle-Orléans, puisque le Superdome était un petit peu à l'extérieur. Tu as retrouvé cette photo de toi à la Nouvelle-Orléans qui s'affiche à l'écran juste maintenant. Est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu cette photo? Quand est-ce qu'elle a été prise et qu'est-ce qui se passe autour de toi à ce moment-là? Alors, cette photo, elle est assez... pour moi, dans mes souvenirs, c'est le début de cette expérience ou de ce reportage. C'est effectivement après cette histoire du Superdome. On chemine au milieu de Canal Street, dans l'eau, en se disant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe plus loin, là-bas. On passe à côté des grands hôtels, tout est fermé. Il y a un balai d'hélicoptères qui se fait entre l'hôpital, qui est sur notre gauche, où ils sont en train d'évacuer les derniers patients. Apparemment, ils n'ont pas réussi à tous les évacuer, puisqu'il y en a qui sont restés dans des conditions d'hygiène, vous pouvez imaginer. Il y avait aussi la morgue de l'hôpital, qui était... Enfin, ils avaient déposé des corps qui sont restés en putréfaction. Et dans l'eau, on a commencé à noter, en effet, un certain nombre de noyés. C'est très impressionnant, parce qu'on voit comme des bulles avec les chemises qui ont gonflé, parce qu'un noyé, évidemment, ça double ou ça triple de volume. Et je me souviens qu'à ce moment-là, on est allé voir un endroit où il y avait une voiture, et le conducteur avait essayé de s'extraire de la voiture, et il était resté accroché, sa chemise était restée accrochée à la portière, et en fait, il était mort à côté de la portière, noyé par le flot. On voyait bien que la chemise l'avait bloqué. Il n'avait pas pu s'échapper, et il était mort comme ça à côté de sa voiture. Voilà. Et puis il y avait un certain nombre de cadavres qui flottaient. On avait de l'eau quasiment jusqu'à la ceinture. On a décidé de rebrousser chemin à ce moment-là, et en passant à côté d'une pharmacie, on n'a pas compris tout de suite, mais les pharmacies ont été les endroits les plus qui ont été pillés très rapidement, notamment par les toxicomanes assez nombreux dans cette ville. Et en fait, l'un d'entre eux, c'était très impressionnant, parce que c'était un grand noir qui était sur une voiture, et il hurlait « I need a gun, I need a gun », en essayant avec son poing de fracasser le pare-brise de la voiture. Donc sans doute il avait vu une arme peut-être à l'intérieur, et on a regardé ça comme ça avec un certain effroi. Et là, il nous a vus, et en une fraction de seconde, il était sur nous. Et moi, il est arrivé vers moi, il m'a poussé, je suis tombé dans l'eau, et lui aussi. Et comme il y avait donc d'autres junkies qui étaient autour, on a pris nos jambes à notre cou, et on a couru le plus vite possible, en sachant qu'on était complètement sous-équipés. Moi, j'étais arrivé à la Nouvelle-Orléans avec des Sebago, avec des chaussures bateau en short, on le voit bien sur l'image. On n'était pas du tout équipés, on n'avait pas de nourriture. Enfin, on avait pris de la nourriture dans un petit supermarché qu'on avait vu au passage. C'était des morceaux de bœuf séchés.
on en avait pris une certaine quantité, se doutant que bon, on aurait peut-être... Et comme il n'y avait plus que ça dans le magasin, et puis des sodas, un mauvais Fanta, etc. Et on a mangé que ça pendant 3 jours. On a bien fait d'avoir mis du stock parce qu'il n'y avait plus rien. Et à ce moment-là, voilà, il se posait la question de... Moi, j'avais le pied blessé. Je me suis blessé le pied en tombant dans l'eau. Donc une eau avec des cadavres qui flottent. On peut imaginer qu'il faut faire soigner ça tout de suite. J'avais pas de pansement. Donc la première nuit, je suis resté en prenant des chaussettes que j'avais dans mon sac et en essayant de faire une sorte de garrot pour maintenir la plaie. Et le lendemain, après avoir vécu une nuit aussi assez agitée parce qu'un tanker qui était sur le port de la Nouvelle-Orléans a pris feu et a explosé au milieu de la nuit. On a cru que c'était... Parce qu'il y avait beaucoup d'hélicoptères qui tournaient. On a cru que c'était un accident d'hélicoptère. Donc on est allé voir à 3 heures du matin. Je me souviens quand il y a eu cette explosion, beaucoup de journalistes qui avaient... Enfin beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais quelques équipes avaient décidé de quitter la ville. On annonçait qu'il y avait une usine de produits chimiques qui avait explosé. Tout ça, c'était complètement chaotique. On a vu le tanker au petit matin flamber. On est resté, et en passant dans le quartier français, qui était l'un des rares quartiers encore à sec, enfin, où il y avait encore du dur, on pouvait marcher. On est rentré dans un bar où les gens étaient là depuis 3-4 jours. Ils squattaient le bar. Évidemment, c'était très alcoolisé. C'était aussi une impression de mort-vivant ou de funambule, enfin de gens complètement dans un état second. Et à un moment, ça m'a fait tilt parce que il y a un médecin qui est arrivé. C'était un jeune, il avait des tatouages tribaux. J'ai compris que c'était un Indien, un natif, un Américain natif, et qu'il était venu pour soigner. Et j'entends la dame, on lui donne accès, il y a une dame qui est dans le fond, et une personne lui dit, on pense qu'elle a de la gangrène. Et là, je pense à ma plaie. Et je me dis, je peux pas rester comme ça. Donc, je dis au médecin, une fois qu'il a soigné cette dame, je dis, voilà, regardez, j'ai une plaie, j'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose. Il m'a dit, vous avez raison. Il dit, je vais vous soigner, mais moi, j'ai pas le temps pour le moment. Par contre, vous allez aller chez moi et vous allez voir ma mère. Bah, je lui dis, c'est où chez vous? Ah, c'est juste à côté. Bon. Et il me dit, je viendrai vous chercher ensuite. Donc là, on reprend notre voiture. Oui, là, on circulait en voiture. On reprend notre voiture, on va chez lui, on monte chez sa mère. Et là, moi, je me retrouve dans une ambiance d'une vieille indienne avec des nattes, des plumes d'aigle, une ambiance patchouli chamanique. Et immédiatement, elle regarde ce que j'ai et elle sort une espèce de potion. Comme une sorte de truc avec des grumeaux qu'elle me met sur la plaie. Elle me met sur la plaie, elle fait... voilà. Ça dure une dizaine de minutes. Le fils arrive, et là, il nous dit que mon photographe était resté dormir dans la voiture, parce qu'on était épuisés à ce stade. Et donc, moi, je me faisais soigner, et là, il me dit, bon, il n'y a pas de temps à perdre, vous venez avec moi, et parce qu'on vous a soigné, maintenant, vous allez nous aider. Bon. Et l'aider, c'était quoi? C'était apporter des provisions à des vieux qui étaient isolés dans des maisons au milieu de l'eau. Et donc, il fallait l'aider. Et là, il me dit, bon, on va d'abord aller chercher notre chargement. On est dans sa voiture, il arrête la voiture, il y a un supermarché en face, il prend une pierre ou un truc, il casse la vitre du supermarché, il rentre à l'intérieur et commence à prendre des packs d'eau, des choses, et il dit, qu'est-ce que vous faites? Là, on se regarde, on dit, on est en train de piller un supermarché. Il dit, non, vous m'aidez, vous montez tout ça, etc. On voit des policiers passer qui saluent le type, donc visiblement, il avait dû être désigné comme responsable du coin. Et on comprend à ce moment-là que piller les supermarchés vient d'être autorisé par la ville, que c'est une question de survie des habitants, et que, ben voilà, nous voilà à piller le supermarché avec ce médecin. Voilà. Et tu es resté combien de temps sur place?
Je je suis revenu à plusieurs reprises à la Nouvelle-Orléans, à 2 reprises. Je suis allé une fois que mon pied a été soigné, je suis quand même reparti à New York. J'ai réussi à m'extraire de la Nouvelle-Orléans et 2 jours plus tard, donc j'ai eu toutes les piqûres possibles et imaginables. 2 jours plus tard, je suis revenu à la Nouvelle-Orléans en voiture pour reprendre le reportage avec cette fois-ci une nouvelle équipe, un nouveau photographe. Et là, on est allé dans dans les endroits les plus isolés et les plus encerclés par l'eau. On a trouvé une barque qu'on protégeait tous les soirs pour pas se la faire piquer parce que c'était le moyen de circuler dans la ville. Et on a raconté les histoires des habitants. Je me souviens d'une seule image, je vais pas. C'était au milieu d'une avenue. Il y avait une Sainte Vierge qui était restée. En fait, l'eau était arrivée juste à la hauteur. On voyait la Sainte Vierge qui dépassait. C'était vraiment la Vierge qui sortait de l'eau. Et on a pris. Mon photographe avait pris cette photo. Qui est devenue l'une des photos préférées de Michelle McNally, qui était la chef photo du New York Times, par exemple. Voilà, et une Sainte Vierge qui sortait de l'eau au milieu du chaos. C'était incroyable. Et de vivre, de passer plusieurs jours ou semaines, du coup, Ouais. dans cette ambiance un peu voilà, où le pillage est autorisé, où on voit des morts tous les jours. Est-ce qu'on ne devient pas un petit peu fou aussi, rester là-bas? On perd complètement ses repères, c'est-à-dire qu'au début, on a le réflexe de mettre la ceinture de sécurité. Quand on met pas la ceinture de sécurité, on entend un bip bip à un moment et on se disait à un moment, on se dit, vous te rends compte que le bip bip, c'est le seul truc qui te rapproche, qui te ramène à la réalité d'avant, c'est-à-dire à l'ordre d'avant, le fait qu'il faille mettre sa ceinture. Mais à côté de ça, tu prends une bretelle d'autoroute en sens inverse, tu slalomes entre des voitures, parfois enfin, voilà, il n'y a plus rien. Et la- ensuite, une fois que l'armée a pu rentrer dans la ville, il y a eu tout un tas de police qui est arrivé sur la base du volontariat pour rétablir l'ordre à la Nouvelle-Orléans. Alors là, on était menacés en permanence, les mecs nous fouillaient. Ça a commencé. Il y avait presque trop d'autorité à ce moment-là. Les secours ont commencé à s'organiser dans le centre-ville. Les gens ont été secourus, on va dire hébergés, même s'il y a eu une attente considérable et tout ça s'est pas fait du jour au lendemain et que la ville est quand même restée extrêmement meurtrie et elle l'est toujours d'ailleurs. Hmm. Bah, est-ce que tu as un souvenir vraiment qui t'a le plus marqué là-bas? Bah, pas le plus marqué, il y a beaucoup de souvenirs qui m'ont marqué. Je pense à cette dame, moi c'est toujours les gens les plus démunis dans ces moments-là et comment ils arrivent à survivre, à bâtir des stratégies de survie. Je me souviens d'une dame qui était restée au milieu de l'eau, dans sa maison, sur un escabeau. Et elle avait passé 4 jours sur l'escabeau à manger des chips qu'elle avait chez elle et pareil, comme nous, elle avait des sodas. Et on avait été la convaincre de quitter sa maison, qu'elle ne voulait pas quitter. Parce que Hmm. la maison dans le sud des États-Unis, c'est un endroit très particulier. On a consacré notre vie à avoir une maison. Donc ça, il y a un rapport avec le domicile qui est très très fort. Et donc les gens voulaient pas quitter chez eux. Et on a suivi d'ailleurs des interventions plus ou moins musclées et qui n'étaient pas forcément nécessaires. D'ailleurs, je me souviens d'une unité du DEA qui est le Drug Enforcement Administration, les services des stupes américains, qui sont des cow-boys incroyables, qui arrivaient, qui cassaient les portes pour aller récupérer des gens terrorisés chez eux. À un moment, j'ai dit au gars, est-ce que c'est vraiment la peine de casser la porte? On peut peut-être. Il m'a regardé bizarrement, mais sous-entendu pour lui, forcément, il y avait du danger à l'intérieur. Quand on découvrait les gens, c'était des pauvres gens totalement terrorisés. En plus, on leur avait cassé leur porte, comme si ça suffisait pas d'avoir eu Hmm. le. Bref, voilà, tout ça était symptomatique des excès aussi américains, c'est-à-dire les excès dans le désordre et les excès dans l'ordre. C'est typique de cette société qui est quand même très extrême. Et en tant que grand reporter sur place, c'était quoi le plus compliqué? Bah, le plus compliqué, c'était de se loger, c'était de pouvoir. Alors, on dormait dans nos voitures, on faisait la garde au début,
parce que comme il y avait des pillages, ben, on voulait pas. Donc il y en avait un qui dormait pas. On avait fait une équipe avec un autre groupe de journalistes du Daily News, qui était un journal new-yorkais. Nos voitures étaient à côté, et au début, les quelques premiers jours, on essayait de surveiller les deux voitures. Et comme eux avaient décidé de rester malgré les explosions, etc., alors que d'autres étaient partis, bah, on est resté. Voilà, on essayait il y avait une certaine solidarité. Ça, je me souviens de cette. Mais il fallait toujours penser. Et la deuxième semaine, quand je suis revenu, là, on squattait des hôtels. Il y avait un hôtel qui était. On va dire, beaucoup de journalistes étaient. Mais la chose qui m'a choqué le plus, c'est on avait une copine qui travaillait comme photographe pour CNN. Et CNN, c'était Anderson Cooper, la star de CNN qui venait, on le voyait barouder, etc. Sauf que lui, il vivait pas du tout la même réalité que nous. Il était dans un hôtel qui avait été réquisitionné par CNN. Donc, c'était pas le squattage comme nous, à plusieurs, à 20 dans la chambrée, sur des matelas éventrés, parce que l'hôtel dans lequel on était avait été pillé avant. Donc, tout avait été ravagé dans les chambres. Et donc, on dormait, on faisait des chambrées comme ça. Et lui, il avait droit à un hôtel. Et je me souviens d'être allé chercher cette photographe parce qu'il y avait une équipe de sécurité pour CNN. Évidemment, on n'avait pas de sécurité. Hein. Et en fait, cette fille avait eu l'autorisation de sortir avec nous pour aller boire un verre, parce qu'il y avait certains établissements et on essayait de se détendre aussi. Et il fallait ensuite qu'on la ramène à une certaine heure. Enfin, il y avait un couvre-feu, donc tout ça s'était mis en place. Et je me souviens d'avoir vu un camion-citerne à côté de l'hôtel réquisitionné par CNN, et avoir demandé à quelqu'un qui était là pourquoi il y avait ce camion, et on m'a expliqué que c'était pour nettoyer l'eau de la piscine. Donc il y avait une piscine dans l'hôtel. Donc pour les gens de CNN, il fallait évidemment que l'eau soit nettoyée dans la piscine. J'ai trouvé ça d'un décalage total par rapport aux conditions dans lesquelles on vivait. Moi, j'étais avec mon pied bandé. On avait on était en t-shirt. On était dégueulasse. Et tout à coup, on voit que Anderson Cooper peut faire ses longueurs dans la piscine. Et c'est pas tout à fait les mêmes conditions, voilà. Est-ce que tu arriverais à te remémorer un peu les sentiments vraiment que tu avais ressentis sur place, même est-ce qu'il y a des petites choses dont tu te souviens qui, quand tu les entends encore aujourd'hui ou que tu les vois, te font repenser à cette période? Ah oui, c'est vraiment c'est l'aspect musical. J'avais à l'époque un petit... alors pareil, ça aussi c'était compliqué, c'est toujours compliqué en reportage de trouver des sources d'alimentation. Julie, vous avez fait du reportage, vous savez que quand on a un iPhone, il faut trouver un moment, un endroit pour le recharger, et que c'est pas toujours évident. Bon, là, c'était pas évident, évidemment, il n'y avait plus d'électricité. Donc on se basait par rapport à des générateurs qui se trouvaient dans les endroits où il y avait un peu de presse, où il y avait un générateur dans notre hôtel. Il n'y avait pas de climatisation, donc il faisait 35 la nuit, mais il y avait le générateur qui produisait l'électricité. Et à ce moment-là, je me souviens que j'avais donc un petit lecteur MP3 sur lequel j'avais téléchargé 2 ou 3 albums. Il y en a 2 que je m'en souviens en particulier. C'est Morshiba, un album qui m'a hanté en partie par rapport à ça, mais surtout l'album de Coldplay, XY, que j'écoutais, qui reste encore... Pour certaines chansons, j'écoutais ça pendant la nuit parce que j'avais du mal à dormir. Ma blessure m'avait donné de la fièvre. Donc je me souviens de moments où j'étais torse nu, en sueur, dans l'hôtel, à regarder l'extérieur, à regarder cette ville dévastée et à écouter Coldplay de façon quasi, on va dire... tout le temps, puisque j'avais pas d'autre choix. J'avais un tout petit truc, quoi. C'était et donc cette musique est éternellement pour moi associée à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Dernière question, Régis. Quelle leçon tu tires de ce tournage? Quelle leçon? Alors d'abord parce que c'est un moment historique. Historique pourquoi? Parce que ça a été on va dire le tournant de l'administration Bush. Ça n'a pas été l'Irak, le tournant. L'Irak a eu un poids, mais il y a eu cette photo dévastatrice, je ne sais pas si vous vous souvenez, de George Bush regardant par la fenêtre depuis Air Force One
la Nouvelle-Orléans. Voilà. Les retards à l'intervention, le fait que les autorités locales se sont révélées totalement incompétentes, le FIMA, qui est l'institut qui gère les catastrophes, comme les feux de forêt et également surtout les ouragans aux États-Unis, a été totalement déficient de A à Z. Et l'administration fédérale également a hésité à faire intervenir ou non les Marines. Il y a eu une intervention des Marines, mais très tardif. Tout ça a fait que moi, ce que j'ai jamais compris avec la Nouvelle-Orléans, c'est comment moi, avec ma petite voiture et mon photographe, comment nous avions pu arriver dans le centre-ville quasiment au 3e jour de la catastrophe, déambuler dans le centre-ville, alors qu'on nous disait l'armée ne peut pas rentrer, n'arrive pas. Comment l'armée a mis autant de temps pour rentrer et rétablir l'ordre à l'intérieur, alors que nous, avec nos petits moyens, on y était arrivés. Ça, c'est un grand mystère pour moi. Maintenant, la vraie leçon, c'est effectivement d'avoir assisté à une catastrophe qui a eu une importance particulière, d'abord par sa singularité, parce que tous les scénarios d'Hollywood ont été inventés sur les catastrophes dans les villes, des martiens qui arrivent, des explosions de volcans à Los Angeles, etc. Jamais un scénariste ne s'était imaginé une ville qui coule. Et c'est ce qui s'est passé avec la Nouvelle-Orléans. 80% de la ville a été inondée. Et donc, c'est un scénario unique. La nature nous surprend toujours. Voilà. Et donc, ça a été des enseignements. Et l'enseignement aussi, c'est que George Bush a perdu en popularité parce que les Américains se sont dit, en fait, ils ne s'intéressent pas à nous. Ils s'intéressent à ses interventions en Irak et ailleurs. Une partie de la garde nationale de Louisiane qui aurait dû être déployée était en Irak à ce moment-là, les 2/3. Donc évidemment, on ne s'occupe pas des Américains, on s'occupe des autres. Ça, c'est une recette sur laquelle un certain Donald Trump va faire son succès plus tard. Voilà. Eh bien, merci Régis de nous avoir partagé ces anecdotes de terrain. Merci Julie. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et écouté ce podcast. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.